En 2011, les télévisions du monde entier retransmettent le mariage d'Albert Grimaldi, Albert II de Monaco, avec Charlène Wittstock. 1 milliard de spectateurs à travers le monde. Pourquoi cette petite principauté attire-t-elle autant les regards? À Monaco, ville-État de tout juste 2 km², un habitant sur 2 est millionnaire. Son histoire, et celle des Grimaldi, s'inscrit au cœur des enjeux des grandes puissances européennes. Monaco a failli disparaître plusieurs fois, mais a su se rendre indispensable. Plongeons aux fondations de cet État hors sol. D'abord, il y a rien. Rien? Pas grand-chose. D'un côté, la montagne et ses précipices. De l'autre, la mer et ses abîmes. Au milieu, la garrigue. Au fil du temps, de siècle en siècle, quelques bergers et de rares pêcheurs. Mais alors, où sont les Grimaldi? Ils ne connaissent sans doute pas l'existence de ce rocher. Mais ils ne sont pas loin, à 150 km à l'est, à Gênes, Genova. C'est ici, en Italie, que commence l'épopée monégasque. Il XIII secolo è senza dubbio il momento di maggior sviluppo della potenza commerciale di Genova. Cette téméraire république maritime a la puissance militaire et diplomatique qui lui permet de s'installer durablement en Espagne, en Corse, en Sicile, sur les côtes du Maghreb, où ils vont chercher l'or et les esclaves. La famiglia Grimaldi è una famiglia attestata a Genova fin dall'XI-XII secolo ed è una famiglia importante perché hanno incarichi all'interno del governo della città. Périodiquement, ils sont doges de cette superbe république, comme on la nomme alors. Ils sont donc au sommet du pouvoir. Il reste des traces de leur présence ici. Leur palais ducal, leurs appartements et l'église San Luca. Et puis arrive la catastrophe. Nel 1295 c'era stata una guerra civile molto sanguinosa a Genova. Elle voit s'affronter les Guelfes et les Gibelins, factions rivales qui soutenaient les uns le pape et les autres l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Pendant des décennies, les deux parties se battent sans répit pour conquérir le pouvoir. Les cadavres jonchent le sol génois. Assassinats, batailles rangées, exécutions sommaires, excommunication, bannissement, errance sont au rendez-vous. Rapidement, les Grimaldi, partisans des Guelfes, sont chassés de la ville. Ils prennent le chemin de l'exil, manuel de survie en main, sans savoir où trouver refuge. Ils errent de fief génois en fief génois. Parmi ceux-là, le rocher de Monaco, avec une tour et un tout petit château.
C'est un lieu stratégique avec vue imprenable sur l'espace maritime. La légende veut que les Grimaldi se soient emparés par la ruse de ce petit château génois. On ne sait rien véritablement du modus operandi, du mode opératoire qui a été utilisé. On sait très peu de choses d'ailleurs sur François Grimaldi. Ce qui est raconté, c'est que d'une façon fort peu diplomatique, Grimaldi attaque la forteresse en se déguisant en moine cherchant l'hospitalité d'un soir. C'est la version officielle choyée des Monégasques. Un Grimaldi seul, courageux et roublard, met en déroute une armée entière. Le Monaco des Grimaldi serait né ce jour-là, grand mythe fondateur qu'exige toute nation naissante. La malicia, la ruse, est devenue l'emblème de Monaco. Ces moines qui ont gravi le rocher pour prendre le pouvoir. Hein, je dirais, ce passé d'usurpation est un passé qui va perdurer durant les siècles, qui va constamment développer l'idée que ce territoire est un territoire parfois considéré comme illégitime, dont la présence n'est pas forcément à conserver, et que ce statut de fragilité a été sa force dans la mesure où c'est justement dans ces situations de fragilité que la principauté a constamment rebondi. Honorer nos ancêtres, notre terre et notre tradition, n'est-ce pas le meilleur moyen de nous convaincre que nous devons continuer à aller de l'avant? Ici, on fête d'année en année ce Moyen-Âge héroïque quand s'imposèrent les Grimaldi sur ce rocher sauvage. Pourtant, un petit point d'histoire est rarement évoqué. Quando Francesco Grimaldi prese la Rocca di Monaco nel 1297, uno degli obiettivi, uno degli scopi era quello di fare di Monaco un centro corsaro. Monaco, un repère de pirates. Dire qu'avec les Grimaldi, on s'attendait à une famille d'aristocrates bien propres sur eux, et les voilà pirates. Ah oui, bah alors, mercenaires aujourd'hui. Victorieux et fragiles, les Grimaldi sont bien à l'étroit. Ils achètent 2 bouts de territoire, Roquebrune et Menton. Mais ça ne change pas vraiment la donne. Leur pays reste bien peu attrayant. À un moment, ils envisagent même de se séparer du rocher et de tout le reste, en proposant de vendre Monaco au plus offrant. Mais d'acheteurs, il n'y en a pas. C'est dire l'ambivalence d'un bon nombre de princes de Monaco vis-à-vis de ce petit territoire. Mais alors, s'il n'y a pas d'acheteurs, comment survivre sur ce rocher? Bien avant l'invention du casino, les Grimaldi vont tirer une partie de leur fortune de taxes qu'ils imposent aux navires marchands. Era una tassa del 2% sul valore del carico della merce. Questa tassa era riscossa perché doveva finanziare un'attività di pattugliamento delle acque di Monaco contro i corsari barbareschi. Mais on ne peut pas vivre seulement d'une forme de raquette. Monaco est fragile, mais puisque Monaco il y a, il va chercher des protecteurs. Monaco sera allié tantôt avec la Sardaigne, tantôt avec la Savoie, tantôt avec la Provence, tantôt avec l'Espagne, mais aussi avec le royaume de France. Le roi de France compte sur ses vassaux, sur ses ducs, sur ses comtes, et parfois effectivement sur des alliés de circonstance dont la profession est d'être des gendarmes en promo. Onorato II ha scelto, col Trattato di Péronne del 1641, di passare dalla parte di Luigi XIII, che Luigi XIII gli concede il titolo di principe. Le rocher devient une principauté. C'est un tournant. Le traité de Péronne, en 1641, permet notamment au prince de Monaco d'être fait pair de France. Pair, P-A-I-R. Pair, c'est au Moyen-Âge appartenir à la cour du roi, à la curia regis. Donc c'est le summum de la noblesse française. C'est une étape majeure dans l'histoire de Monaco qui scelle le début de la protection française.
les Grimaldi partent guerroyer pour le roi de France et en sont généreusement récompensés. Par ailleurs, ils font souvent de bons mariages qui leur ouvrent bien des portes. Ils reçoivent un certain nombre de terres en dotation dont ils vont tirer des revenus. Près de 100 fiefs, des grands et des petits. Les Baux-de-Provence, Villeneuve-Loubet, Villers-Baronnies, Clé-Souilly, Matignon, Dolce-à-Croix, Malocène, Saint-Lô, Auto-sur-Mer, Longjumeau, Uzès, Campagnat, Chilly-Mazarin, Aumont, Grasse, Saint-Rémy en Normandie, Valmont, Monteverde. Depuis quelques années, l'actuel prince de Monaco, son Altesse Sérénissime Albert II, prend à cœur de maintenir bien vivant un tel héritage. Façon puzzle, de ville en ville et de village en village. Des fiefs, des grands et des petits. La grande famille des sites historiques Grimaldi de Monaco vient de s'agrandir. Des liens étroits qui remontent à des décennies ont favorisé un échange riche. Que l'on soit donc sur les rives de la Mayenne ou sous le ciel azuréen monégasque, les liens des Grimaldi et ces terres partagent ainsi un véritable témoignage de l'histoire. À l'aube de la Révolution, les Grimaldi vivent en France dans de beaux châteaux. Pourquoi iraient-ils s'installer à Monaco ? Le voyage se fait par bateau ou à dos d'âne. C'est fastidieux. Et puis arrivé là, pas grand-chose à faire. Les Grimaldi veulent compter à la cour du roi et avoir l'oreille du roi de France. Eh bien, il faut entrer dans le système versaillais. Et donc, ils vont vivre à la cour, à Versailles. Et s'ils ne sont pas à Versailles, ils sont très souvent à Paris. Et ils deviennent, par mariage au XVIIIe siècle, la deuxième ou troisième puissance économique du pays. Ils possèdent une grande partie de la Provence, de la Normandie, ils possèdent la totalité du territoire de Belfort, ils possèdent un certain nombre de fiefs un peu partout, qui font d'eux un grand féodal français, ni plus ni moins. Ils ont un double statut. Ils sont à la fois pairs de France et en même temps princes étrangers. Et ces grands féodaux français, comme tout le monde, perdent leur pouvoir au moment de la Révolution. Le prince de Monaco est incarcéré et ses biens sont mis sous séquestre. Un membre de la famille, Marie-Thérèse de Choiseul-Pralin, princesse de Monaco, est guillotinée à 27 ans. Ce tableau resta longtemps dans le bureau du prince régnier, comme le témoignage d'un traumatisme irréparable. Regardez ce dont sont capables les Français, dira un jour le prince. À ce moment-là, ils se retrouvent démunis de leur territoire français, sauf ce petit territoire, puisqu'ils ont cette gestion, cette jouissance. C'est intéressant au niveau des chroniques, parce que c'est la première fois qu'on va voir apparaître les monégasques. Mais qui sont-ils, les monégasques? Des Piémontais? Des Génois? Des Provençaux? Des Savoyards? Je suis né en principauté de Monaco, comme d'ailleurs mes parents, mon père et ma maman. Mais si on remonte à la génération précédente, du côté de ma maman, en fait, ils venaient du Piémont. Mes grands-parents maternels sont arrivés avec la crise de 1929. Une fois par an, un pique-nique est organisé sous la haute autorité du prince, absolument réservé aux monégasques, pièce d'identité à l'appui. Ils sont aujourd'hui environ 9000 considérés comme monégasques, parmi les 38 000 résidents de 142 nationalités différentes. Beaucoup de familles monégasques sont piémontaises. Bien entendu, il y a des familles encore plus anciennes liées aux premières migrations ligures. Il y a une quinzaine de vieilles familles historiques. Ces familles, de par leur ancienneté et de par leur connaissance des territoires et de l'histoire de Monaco, font qu'aujourd'hui, ils ont effectivement des postes administratifs, des postes économiques et des postes financiers importants dans l'économie et dans l'administration et dans la direction de la principauté de Monaco. C'est-à-dire, moi j'avais ma mère dans le Piémont, qui avait toute sa famille là-bas. Et mon père, il était de Pieve-di-Teco, c'est un autre endroit. Et quand ils sont arrivés à Monaco, ils sont arrivés avec une charrette et un peu de meubles dessus, et un cheval qui l'a tiré. Nous étions des migrants, oui, c'est vrai, mais on ne savait pas à l'époque qu'on était des migrants. Ils sont venus parce qu'ils cherchaient du travail, ils voulaient travailler. Rendez-vous compte, monsieur, quelle époque ça pouvait être.
autre que maintenant qu'on fait tant de cinéma. C'est vrai ou pas? En fait, il y a deux catégories de monégasques. Il y a ceux qui sont monégasques de famille, de père en fils et des origines très lointaines. Et puis, il y a ceux qui acquièrent la nationalité, souvent en lien avec leur activité, hein, des personnages ou des personnes qui font partie des milieux mondains, des milieux économiques, des milieux médiatiques, des milieux sportifs, etc. Ou par alliance, mais c'est très recherché. La nationalité monégasque, c'est très couru. Et obtenir la nationalité monégasque est vu comme une sorte de sésame. Un sésame qui fait que quand on est monégasque, on risque peu la pauvreté, y compris lorsqu'on est au plus bas de la classe sociale, hein, parce que des logements sociaux, parce que des droits, parce que tout un ensemble de choses. Et c'est quelque chose de très rare, être monégasque. Ça nous donne le sentiment qu'on appartient vraiment à une famille. Parce qu'il ne nous réunit pas seulement une fois par an, il nous réunit aussi à chaque événement important de sa vie. Les 25 ans de règne, ses 50 ans, le mariage. On est vraiment, vraiment toujours présent lors des grandes occasions. Et ça, c'est une chose, je pense aussi, qui fait qu'on aime notre famille princière. Si de nos jours les gens se battent pour vivre à Monaco et les monégasques aiment leur prince, en 1789, c'est un peu différent. La population locale existe. Et elle existe par le biais le plus extrémiste, si j'ose dire, puisque les monégasques adhèrent au club des Jacobins. Et ils veulent, comme tous les Jacobins, la destitution de la monarchie et de leur monarchie. Donc, ils demandent la déchéance du prince de Monaco. Ils finissent par obtenir effectivement la déchéance du prince. Sale temps pour les Grimaldi qui perdent tout leur fief, tandis que Monaco est rattaché au tout nouveau département des Alpes-Maritimes. Avec la Révolution française, fini les Grimaldi. Fini le beau château et les peintures de maître. Après avoir été chassés de Gênes, il y a près de 500 ans, les Grimaldi se retrouvent errants dans une Europe qui ne veut pas d'eux. Fin de l'histoire? Non. Et donc, il faut attendre 1814, à la chute donc, du Premier Empire, et le Congrès de Vienne, qui inaugure une nouvelle période politique et dans les relations internationales, rétablit les monarchies d'Ancien Régime, et donc celle aussi des Grimaldi sur Monaco. Les aristocrates, les Grimaldi en tête, retrouvent leur ronde serviette, comme si la Révolution n'était pas passée par là. Cependant, à Monaco, la situation économique n'a rien de réjouissante. Il faut revoir, c'est très important, la géographie du lieu. Le rocher de Monaco n'a pas d'arrière-pays, rien du tout. C'est la montagne tombe à pic dans la mer. En d'autres termes, il n'y a pas de culture. Les gens qui y habitent, il y a quelques dizaines de maisons, il y a un petit village de pêcheurs en bas, il n'y a pas de pêche, pas vraiment d'industrie. C'est Menton la clé. Menton est riche, puissante, économiquement, grâce précisément à sa culture des agrumes. Mais Menton, qui fait partie intégrante du territoire de Monaco, va exiger son indépendance et son rattachement soit à l'Italie, soit à la France. Mais pas à la principauté. Roquebrune suivra. Et Monaco perd de ce fait, à partir de 1848, 80% de la surface donc, du territoire national. C'est le territoire donc, actuel de la principauté. Charles III de Monaco hérite d'une principauté pour le moins exiguë. Il se lie à Napoléon III, empereur des Français. Toute ressemblance avec l'empereur n'est peut-être pas fortuite. C'est que Monaco, comme tout le comté de Nice, est retombé sous protectorat français. Nous sommes en 1861. Ajoutons que Charles assez habilement a entretenu de bonnes relations avec Napoléon III. Heurté, bien sûr, mais autant qu'il le pouvait. Autour de l'empereur, un premier cercle de grands industriels, de banquiers et surtout de sémillants jeunes bourgeois conquérants. Il faut moderniser la France. Le prince Charles III de Monaco fréquente ces élites. Ce tableau me paraît très symbolique d'un certain moment d'une domination bourgeoise, à la fois dans la cohésion de ce groupe, la satisfaction qu'il exprime, la vêture aussi, qui distingue très nettement, plus qu'aujourd'hui, ce qu'est
la bourgeoisie, d'autre part les classes populaires, dans la façon de s'habiller. Il n'y avait pas que les cercles que j'évoque, il y avait aussi les fêtes. Napoléon III aimait beaucoup les fêtes. Dans ces cercles restreints, on discute beaucoup de l'avenir du pays et de son industrialisation. On y célèbre le capitalisme triomphant et l'avenir de Monaco va se jouer ici même. Et puis, un autre aspect, c'est que l'impératrice Eugénie, elle-même espagnole, et par conséquent tendant à regarder vers le sud, c'était assez naturel, a contribué à lancer la mode du balnéaire, c'est-à-dire l'intérêt pour les rivages. Rivages du côté de l'Atlantique, au Biarritz, et du côté de la Méditerranée, avec Nice, avec Monaco, etc. Faire venir des touristes sur des villes d'eau, c'est bien. Mais une ville d'eau, ça ne suffit pas. Donc on va les amuser avec des jeux, du casino, des bals, de l'opéra, de la musique. Et c'est là qu'apparaît François Blanc. C'est un casinotier allemand, enfin il est français mais il est en Allemagne. Et il y a un problème en France, comme dans toute l'Europe, et c'est en train, ça va dire, se poser en Allemagne. On interdit les jeux. Le jeu de hasard va devenir interdit. Le casino va être interdit partout. Or, Monaco n'est pas la France. Charles III est le premier Grimaldi à comprendre que sa petite principauté peut devenir un lieu stratégique. Il y a un problème majeur. Monaco est inaccessible. On ne peut y accéder que par des chemins muletiers ou par la mer. Donc, ce projet n'a aucune espèce de possibilité d'exister même. Mais si Napoléon III amène le train, alors là, vraiment, tout est possible. Il va leur accorder le train. Il va leur dire, ben voilà, on va vous amener le train. Et donc, vos projets industriels basés sur l'économie du jeu vont pouvoir se développer. Messieurs, faites le jeu. Bingo. Le monopole des casinos, c'est pour Monaco. Rien ne va plus. Et plus Monaco se développera, plus le grand protecteur français en tirera des bénéfices. Monaco jouit de son statut à part, bien à part. François Blanc prend la tête de la Société des Bains de Mer, la SBM, essentiellement avec ses propres capitaux, mais il fait entrer d'autres investisseurs comme l'évêque de Monaco et le cardinal Pecci, le futur pape Léon XIII. François Blanc propose au prince Charles de lui livrer clé en main tout un espace de divertissement, non loin du palais princier. Pour séduire le prince, François Blanc suggère d'appeler ce nouveau quartier Mont-Charles. Monte-Carlo. Ça sonne mieux. François Blanc, c'est l'homme qui a, d'une certaine manière, inventé la principauté de Monaco au sens de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Monte-Carlo. Si l'on me demandait qu'est-ce que c'est que Monaco, je répondrais c'est une opérette. En effet, voyez donc cette principauté souveraine composée d'une ville et d'un village. Ce pays qui n'existe pas puisqu'il n'a pas de nom. En effet, Monaco, c'est le nom du village. Et Monte-Carlo, c'est le nom de la ville. Et si le village est ancien, la ville, elle, est moderne. François Blanc avait pensé créer dans cette principauté de Monaco, qui dans les années 1850, 1860, vivotait, pour pas dire périclité, une ville d'attractivité balnéaire, une ville où les aristocraties européennes pourront venir dans cette période où le bord de mer, le littoral méditerranéen est en train de prendre de l'importance, 1850, 1860, 1870. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand nous nous déplaçons à Las Vegas, par exemple, nous sommes reçus comme un peu les héritiers des créateurs de la société mère de Las Vegas, qui est Monte-Carlo. C'est déjà les jeux, c'est déjà les plus beaux palaces, les meilleurs restaurants,
c'est l'entertainment, comme diraient les Américains, à l'époque, c'est-à-dire c'est une clientèle cultivée, hein, fin du 19e siècle. C'est l'orchestre philharmonique, c'est l'opéra. L'opéra. Il est construit à l'intérieur même du casino. On fait appel à Garnier qui vient d'achever l'Opéra de Paris. Débauche de stuc et de dorure. Aucune modération dans ce qui doit être un grand geste architectural. C'est un lieu d'apparat. Et les princes et les princesses de Monaco viendront hanter pour l'éternité une loge à l'image de leur excellence. Donc, François Blanc, quand il démarre le projet de casino, dit c'est pas seulement d'avoir un casino, c'est que les touristes, il faut les loger. Donc il faut créer des hôtels, il faut créer des auberges, il faut créer des maisons d'hôtes. Et puis, il va y avoir des gens qui vont venir s'installer pour travailler. Donc du personnel, il faut les loger, etc. Et Monte-Carlo va être une création ex nihilo d'une société privée. Et cette société privée va obtenir du prince de Monaco, en fait, son dessaisissement en sa faveur. C'est-à-dire que, la construction est essentiellement entre les mains de la société privée. Les services publics sont totalement entre les mains de la société privée. L'installation du tramway, de l'électricité, du gaz, tout ce que vous voulez se trouve dans le cahier des charges. La police, dans un premier temps, est créée pour protéger les intérêts de la SBM. La SBM va même disposer d'une zone spécifique, qui est encore valable aujourd'hui, qui est autour du casino et des hôtels qui sont autour du casino. Et cette zone est interdite à la police de l'État. Elle est entre les mains d'une police de la SBM. Moi, je suis toujours étonné parce que je suis à la tête d'une société qui, au fond, avec cette année environ peut-être 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, est une grosse PME à l'échelle du monde. Et la SBM va toujours être très à cheval sur sa zone, qui est à elle et qui n'appartient qu'à elle. Donc c'est un État dans l'État. Les monégasques, les ouvriers, italiens ou français, difficile de les apercevoir. Il faut vraiment les chercher dans les archives d'époque, avant que l'on détourne la tête, vite fait. C'est des milliers de travailleurs, notamment effectivement d'origine italienne à l'époque, qui viennent construire ce nouveau quartier de la ville, Monte-Carlo, puis plus tard la ville française de Beau-Soleil, qui est construite à la frontière nord de Monaco pour loger justement les salariés, une partie des salariés de la Société des Bains de Mer et une partie de tous ces ouvriers qui viennent bâtir ce nouveau quartier, donc Monte-Carlo. Beau-Soleil, c'est la France. Hein, c'est finalement un bassin d'agglomération qui, au-delà de ces barrières sociales, de ce mixte en peu d'espace, se retrouve confronté des populations pauvres, des populations à faible revenu et des populations très riches. Ce luxe et cette pauvreté se côtoient dans une faible superficie, avec en plus une frontière qui sépare la principauté de Monaco, ce bout de territoire de même pas 2 km² à cette époque-là, et de ce qui constitue les communes limitrophes, dont Beau-Soleil fait partie. Hein. On a à l'est Roquebrune-Cap-Martin et à l'ouest Cap-d'Aille, Beau-Soleil et Cap-d'Aille constituant des communes ouvrières. D'ailleurs, pendant très longtemps, il va y avoir, dans les années 1950-1960, des maires communistes qui seront des maires qui administreront ces communes voisines de la principauté de Monaco. Une grande partie de la population est composée de travailleurs immigrés italiens. Donc c'est une sorte de dominante italienne qui se crée comme une forme de banlieue immédiate de la principauté de Monaco. Il y avait là des poulaillers, des cultures de vivrières, de petites abstractions, des activités très rurales qui contrastaient très fortement avec le luxe de la principauté de Monaco tout proche. La plus grande pauvreté s'incarne dans le quartier dit du Tonkin, à Beau-Soleil, à la lisière de Monaco.
Le tonquin, c'est un terme qui a circulé parmi les habitants de Beau-Soleil et même de Monaco, qui signifiait on peut dire, le bidonville de Beau-Soleil. C'est-à-dire cette partie pas très loin de la principauté de Monaco et à quelques centaines de mètres de la place du Casino, que l'on a appelé Tonquin parce que selon un certain nombre de légendes, un ancien colonial qui venait du Tonquin avait considéré que dans cette série de rues qui étaient très bruyantes, malodorantes, pestilentielles et ouvertes sur des activités peu recommandables, on était un peu comme au Tonquin à l'époque coloniale. Il faut savoir qu'il y a une pauvreté terrible à ce moment-là. Dans les pays européens sont des pays agricoles. L'injustice sociale est totale, il n'y a pas de politique sociale. On est en 1870. Et donc tous ces travailleurs, ils meurent de faim parfois dans les campagnes. Donc ils arrivent ici et pour eux c'est un progrès. En cette fin du XIXe siècle, la principauté, que dis-je, la famille Grimaldi, est financée par les revenus du casino. Elle s'enrichit à vue d'œil grâce à la puissance de la SBM, une entreprise privée. Et miracle, dès 1869, le prince Charles III peut supprimer l'impôt sur le revenu pour les monégasques, puisque les revenus du casino, de la société des bains de mer, sont supérieurs au prélèvement de l'impôt et permettent au prince de supprimer l'impôt, ce qui évidemment le rend très populaire. Monaco devient une marque florissante, gérée comme une grande entreprise. Alors que les monégasques ont l'interdiction de jouer au casino, Monte-Carlo attire les riches et ceux qui rêvent de le devenir. Une espèce de Disneyland avant l'heure, mais strictement réservé aux adultes. Bref, la principauté est entièrement entre les mains d'intérêts extérieurs. Qui alors décide quoi à Monaco ? La France d'abord, avec le pouvoir sur les lois, la police, l'armée, la monnaie, et la SBM pour toute l'économie et les services municipaux. Le prince de Monaco, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, lui, concrètement? Celui d'exister. Alors Charles III va mourir assez vite, et donc c'est son fils, Albert Ier, qui va avoir le pouvoir. Quand il s'assoit sur le trône en 1889, Albert est un prince héritier atypique. Il est anticolonialiste, il est anti-esclavagiste, il se sent proche de Jean Jaurès, il est pacifiste, il va militer pour la réhabilitation de Dreyfus, il est anticlérical et c'est un grand scientifique. Il attire une première fois l'attention en 1870, il a 22 ans. Les monégasques se rebellent contre la SBM qui emploie massivement des Italiens à leur détriment. Il marche sur le palais avec la milice nationale. Charles, vieillissant, quasiment aveugle, s'enfuit ainsi qu'Albert. Albert, après plusieurs semaines de troubles, revient à Monaco à la tête d'une force armée que l'on va bientôt nommer les Carabiniers du Prince. Toute rébellion est matée. Dans la gestion monégasque, Albert, le progressiste, se dévoile quelque peu autoritaire. Image à l'appui, Albert n'est jamais à Monaco. Quasiment jamais. Il est en voyage, on l'aperçoit au Groenland, au Maroc, filmant lui-même, comme fasciné par tant d'altérité. On le voit même entre un chef Apache et Buffalo Bill au fin fond du Wisconsin. On le croise assez rarement dans la région, ici à Toulon pour la mise à l'eau de son dernier bateau. L'occasion pour le prince de bien marquer sa différence avec les autorités locales. Il attend que l'évêque de Monaco le salue avant de s'incliner lui-même. Sa passion, c'est l'océanographie. La chasse à la baleine l'emballe bien plus que le destin des monégasques. Et quand il retourne dans sa principauté, c'est pour créer un gigantesque musée dédié à la connaissance des océans. Il est très très moderne.
Parce que, outre toutes ses qualités, si j'ose dire, d'homme quasiment de centre-gauche, ce qui est totalement inhabituel comme monarque, progressiste, de surcroît, il est très moderne. Il aime la mécanique. Il sillonne la France en moto, il faut imaginer, au début du XXe siècle. Il apprécie beaucoup les sports mécaniques, donc on va faire des courses motonautiques à Monaco, des courses hydravioniques à Monaco, des courses d'avion. Bref, tout ce qui est sport mécanique va devenir sport quasi national à Monaco. Ville de plaisir, la principauté va de décennie en décennie faire parler d'elle. Tout est bon pour cela. Mais il n'y a pas que le sport dans la vie. Il y a le jeu, l'opéra, les festivals. Dans la principauté, les touristes ont débarqué en masse. On comptait 138 000 visiteurs en 1870. On en dénombre 1,5 million en 1904, soit 10 fois plus. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sous les paillettes, Monte-Carlo et son prince sont pour certains synonymes de décadence, d'immoralité, de déprédation, de ruine et de mort. La légende noire de Monaco commence à envahir l'imaginaire des joueurs européens. Et pour couronner le tout, voilà qu'une mauvaise nouvelle menace la principauté. Alors c'est dès 1907 que Monaco perd son monopole du jeu, puisque les jeux de hasard sont autorisés en France dès 1907. Si Monte-Carlo n'a plus le monopole du jeu, le déclin hante les esprits, même si le casino continue, pour combien de temps encore, à attirer les foules. La fin d'un monde est pour bientôt, même si personne encore ne veut l'admettre. Et puis à Monaco, la situation sociale s'est dégradée. C'est toujours la fête pour les touristes, mais pas pour les monégasques. C'est aussi un lieu de mendicité. C'est aussi un lieu où seul le plateau des Spéluques, cette place du casino, est un lieu mondain. Mais les autres endroits, je pense notamment au Rocher de Monaco, qui est une zone où habitent des personnes pauvres, appauvries, vivant sur des bancs, etc. Donc cet espace n'est pas qu'un espace de luxe, c'est aussi un espace de pauvreté et où parfois la question sociale se joue. D'ailleurs, je pense au début du XXe siècle, en 1910, lorsque le prince Albert Ier est contesté par des manifestations. Évidemment, les caméras de la SBM et celles du monde entier n'ont aucun intérêt à filmer la révolte du peuple qui gronde. Le chômage frappe gravement le pays, qui manque de terres agricoles et d'usines, et des lois des établissements de jeu interdisent l'embauche des sujets du prince. Et donc ces monégasques se plaignent de ne pas participer complètement à la prospérité. Ils n'ont pas le pouvoir, donc ils n'ont pas le bénéfice de cette prospérité qui appartient à une boîte privée. Ils n'ont pas le bénéfice de cette prospérité au plan politique qui appartient à la France ou au prince. Ils veulent exister. À qui s'adresser? Le prince est rarement là. Les regards se tournent vers le fils héritier d'Albert Ier, Louis II. Il s'affiche quelquefois à ses côtés lors de ponctuelles cérémonies officielles. Louis II va être obligé d'intervenir dans les affaires du palais dès son père reparti en voyage. En octobre 1910, Louis, représentant de son père, arrive en gare de Monaco et il est assiégé par une foule de manifestants. Ils revendiquent pour la première fois une priorité sur ceux qu'ils appellent les immigrés, français ou italiens. Et notamment, une de leurs exigences qui va être une permanence régulière, c'est que les monégasques soient prioritaires à la SBM. Qu'on embauche d'abord des monégasques. Puis d'ailleurs qu'ils soient prioritaires dans l'ensemble des emplois à Monaco, qui va être également une demande presque constante pendant toute la durée du siècle. Les monégasques, au fond, veulent la préférence nationale. Le 16 octobre, plusieurs centaines de manifestants monégasques pénètrent dans la cour du palais et exigent une audience. Leur prince doit les protéger.
Louis reçoit les insurgés et gère plutôt bien la situation. La SPM, c'est alors l'État dans l'État et les pouvoirs du prince Albert Ier s'arrêtent aux marches du casino. Mais la gouvernance du royaume dépend toujours de lui, conspué pour être toujours absent, autoritaire et autocrate. Il doit faire un geste politique pour retrouver la confiance de son peuple. Le prince, pour la première fois de l'histoire de son pays, propose de doter la principauté d'une constitution qui donnerait des droits à ses sujets. Donc il y avait des mouvements sociaux forts, et alors c'est pas une révolution à la française, et le prince Albert Ier a bien voulu partager ses pouvoirs. On est devenu vraiment un pays, on est passé de la monarchie absolue sur la monarchie constitutionnelle. Voilà qui est bien résumé, mais qui peut être autrement appréhendé. Cette constitution est le fruit d'une tension très forte entre le prince Albert Ier, que l'on présente souvent comme un prince adulé, adoré, mais qui en 1910 se retrouve contesté et même mis sous la critique. Cette révolution de 1910, et donc de 1911, puisque la Constitution date de 1911, est considérée comme l'acte fondateur du Monaco moderne. Elle établit un pouvoir législatif entre les mains d'un parlement qu'on appelle le Conseil national, élu par les citoyens monégasques, mais en même temps, elle maintient quand même des prérogatives majeures en faveur du souverain. À partir de cette constitution, un certain nombre de tentatives d'offrir à la principauté un début de démocratie s'est mis en place, mais le prince va beaucoup reculer sur ce sujet. Il va y avoir une tension très forte entre les partisans d'une démocratie à Monaco et finalement le prince qui conservera la main sur un pouvoir qui restera jusqu'alors et jusqu'à aujourd'hui un pouvoir régalien en fait. En tout cas, le Conseil de l'Europe ne considère pas Monaco comme une véritable démocratie. Le prince dispose de tous les pouvoirs. Il dispose tout d'abord du pouvoir exécutif, à travers le ministre d'État et le gouvernement qui nomme et qui peut révoquer. La principauté de Monaco vient d'aller aux urnes. Il s'agissait pour les 922 électeurs inscrits de pourvoir les 18 sièges du Conseil national qui, avec le concours du souverain, tient dans ses mains le sort du peuple monégasque. Conseil national qui peut dissoudre et dont il promulgue les lois. Donc si une loi qui émane du Conseil national le dérange, il n'est pas obligé de la promulguer. On n'envisage donc pas de bouleversement politique dans cet État, l'un des plus petits du monde, et qui a la réputation d'abriter un peuple heureux. Je ne plus jamais aller à Monaco, moi. Et ainsi va la vie, et ainsi va la démocratie à Monaco. Il faut que tout change pour que rien ne change. Faites vos jeux, rien ne va plus. Avec la fin du monopole, le faste monégasque a commencé à perdre un peu d'allure. Et puis arrive la guerre de 1914. Cette guerre, Monaco la regarde de loin. Comme un centre commercial sans clients, la principauté est désœuvrée. Pendant le conflit, le prince Albert s'installe sur son bateau amarré dans le port. Et parfois, pour tromper l'ennui, il fait le tour de la rade, par mauvais temps de préférence. La guerre terminée, les joueurs se font rares. Il faut reconstruire l'Europe. Une page se tourne, il va falloir tout remettre à plat et inventer une nouvelle économie. Fini le temps de la splendeur.